Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans ce podcast, nous abordons avec Sylvain Cruménacher le rapport entre le sport et la question environnementale. Sujet d'actualité, parfois polémique, qui accompagne désormais obligatoirement l'organisation des grands événements sportifs. Débat plus ou moins apaisé que l'on retrouve au cœur de la Coupe du Monde de football en 2022, de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des JO à Paris en 2024. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Ce n'est pas une question géographique. Ce n'est pas une question éthique. Ce n'est pas une question écologique. J'en ai rien à foutre de votre planète. En fait, ce n'est même pas une question du tout. L'énergie doit être rentable. C'est notre responsabilité. Notre engagement pour nous tous. Global Energies, engagé pour une énergie qui rapporte gros à nos actionnaires. Mais tant pis pour la planète. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Sylvain Cruménacher nous parle de sport et d'environnement. Sylvain Cruménacher, quel parcours vous a amené à devenir un spécialiste des questions qui lient sport et environnement ? Alors j'ai une formation initiale de juriste en droit de l'environnement et ensuite une formation en continu de communicant et j'ai travaillé de nombreuses années à l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Et ce qui m'a permis de concilier deux thématiques qui me plaisent, c'est la protection de l'environnement et puis le sport. Voilà, j'ai toujours été un passionné de sport et en travaillant en ex-Aquitaine à l'époque et en Nouvelle-Aquitaine, j'ai pu travailler sur ce sujet, voir comment on peut concilier le sport et l'environnement. Est-ce que les deux peuvent se rejoindre ? Justement, depuis quand la question environnementale s'est-elle invitée dans l'organisation des événements sportifs ? Par exemple, je n'ai pas le souvenir qu'il s'agissait d'un vrai sujet dans les années 80 ou 90. Alors effectivement, dans les années 80-90, on ne parlait pas du tout de sport et d'environnement. Moi, personnellement, les premières touches que j'ai pu avoir, c'est au début des années 2000. On a vu ce sujet donc se mettre en place entre le sport et l'environnement. Il faut se souvenir que la nature a plutôt été comme un objet utile au sport ou comme un objet de conquête. On parlait de conquête de l'Himalaya, des conquêtes des mers, les grandes transats, les premières expéditions. Et donc l'environnement, la nature, par le biais de ces activités qu'on peut ramener au sport, était perçu comme un moyen. Il était au service de ces missions et non pas un objet qu'il fallait protéger. Et quels sont les différents champs que l'on aborde lorsqu'on travaille sur la question environnementale autour du sport ? Par exemple, le transport, la construction de grands équipements ou les populations locales, etc. Alors quand on réfléchit à l'impact environnemental, quelle que soit l'activité ou le produit, on va réfléchir sur le cycle de vie. Comment le sportif se comporte, comment l'équipement sportif a été conçu, comment l'activité sportive en elle-même se développe. Et donc on va imaginer tous les éléments qui peuvent rentrer en compte, la fabrication, le déplacement, les achats, les économies d'eau, d'énergie, les dépenses énergétiques ou d'eau. En fait, voilà, il y a tout un cycle de vie qui en gros du berceau là tombe à partir du moment où je veux faire ce sport et au moment où je le termine, quels ont été tous mes impacts. Donc en fait, c'est tous les sujets qui sont abordés, tous les sujets de la vie quotidienne qu'on peut ramener à l'impact environnemental et le sport. Comment les deux sujets se rejoignent-ils concrètement ? C'est-à-dire à travers quels acteurs, quels critères, quels moyens, quels objectifs et pour quels résultats ? En fait, je ne suis pas sûr qu'ils se rejoignent. Moi, je vois plutôt le fait que l'environnement est utilisé par le sport. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dégradation forte de toutes les activités sportives, donc une dégradation de l'environnement due à toutes les activités sportives. Et puis aussi, le sport qui est obligé de s'adapter ou d'être contraint par l'environnement. Il y a une telle évolution du climat, il y a un changement climatique, un dérèglement climatique, et on voit bien que des sports, y compris des sports qui ne sont pas des sports de nature, subissent les effets du climat. Il fait trop chaud ou il fait trop froid, il n'y a plus de neige, ou il y a des tempêtes, ou il y a plus d'eau, il y a plus d'ouragans, etc. Donc en fait, le sport et l'environnement, pour moi, ne sont pas liés. Voilà, il y a le sport qui consomme l'environnement, malheureusement. Et donc comment on peut prendre conscience de tout ça et puis éviter d'avoir
une activité sportive qui continue de dégrader l'environnement. Si on regarde la définition du sport, la première définition, c'est une activité pour se développer personnellement, pour développer son corps. Et à côté du sport, on a mis de plus en plus la notion de compétition, la notion de concurrence, ce qui fait que ça va beaucoup trop loin par rapport à l'utilisation de l'environnement, quel que soit le sport. En réalité, c'est au détriment de la nature, c'est ça que vous nous dites ? Oui, pour moi aujourd'hui, si on reste sur une activité sportive simple, on pourrait lier les deux. Mais aujourd'hui, ça va tellement loin dans toutes les activités sportives, que ce soit amateur ou professionnel, que ce soit le sport de haut niveau ou non, ça va beaucoup trop loin. Le progrès technique, il fait qu'on va toujours de plus en plus loin, on consomme de toujours plus. Si on prend l'exemple par exemple du vélo, il faut toujours le vélo qui va encore plus loin, encore plus vite, alors qu'on pourrait très bien faire une simple activité sportive avec un vélo très classique. Il faut changer de paire de chaussures ou d'équipement pour telle ou telle activité beaucoup plus souvent qu'avant. Il faut des piscines beaucoup plus grandes, beaucoup plus ludiques, avec beaucoup plus d'activités. Donc c'est toujours plus. Donc pour moi c'est trop en fait. Comment analysez-vous cela si l'on parle de la Coupe du Monde de football au Qatar organisée durant l'hiver 2022 ? Et même question ensuite pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 et pour les JO qui arrivent en 2024. Alors vous avez raison d'évoquer tous ces grands événements internationaux qui se sont passés ou qui vont se dérouler, et puis on pourrait aller encore plus loin. Les prochaines Coupes du Monde, que ce soit foot, rugby, les prochains Jeux Olympiques. Et en fait on voit bien les discussions lancées soit par des sponsors, soit par des partenaires, soit par des villes, soit par des riverains, tout l'impact qu'il y a. On a tendance à dire qu'on demande trop au sport. Évidemment, si on compare l'impact environnemental du sport en lui-même par rapport à de l'activité industrielle, même par rapport à l'impact de la pollution numérique ou à l'impact de la pollution aérienne, il est loin de l'impact principal. Mais on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui découlent de tout ça. L'événement sportif en lui-même, c'est pas simplement de tel jour à tel jour sur tel territoire. C'est tous les achats qui vont être générés avant, tous les bâtiments, toutes les enceintes sportives qui ont été construites bien avant et donc qui ont un impact environnemental, tous les gens qui vont se déplacer en transport aérien pour venir sur cet événement. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a vraiment trop et de plus en plus des événements internationaux, ils sont de plus en plus gros. Il faut de plus en plus d'épreuves, il faut de plus en plus d'équipes, sur des grandes durées, et donc le bilan carbone de tous ces événements il est vraiment pas fameux. Donc comment on réfléchit à un sport différent? Et aujourd'hui on voit bien que on a l'impression que ça s'enchaîne. Si on prend juste sur la partie française, quand on regarde le foot par exemple, aujourd'hui on veut faire un trophée des champions qui récompense par un match le premier du championnat contre celui qui a gagné la Coupe de France. Pourquoi on est obligé d'aller le faire à l'étranger alors qu'on pourrait très bien le faire à la moyenne des deux villes, voilà, qui se rencontrent, organiser des événements sur des terrains neutres et organiser des événements loin du public, c'est complètement aberrant d'un point de vue environnemental. Dans toutes les missions que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant, j'ai bien vu les différents bilans carbone en fonction de l'événement et comment il se passe. Et quels sont les autres enjeux prépondérants autour des grands événements sportifs auxquels la thématique environnementale doit faire face ? En fait, on peut aller à partir de cette pelote qui relie sport et environnement, on peut aller très loin en la déroulant et on se rend compte que ça porte jusqu'à des enjeux sociaux. Les produits qui vont être consommés sur cet événement, ils ont été fabriqués par qui et comment ? Il y a de plus en plus de goodies qui sont distribués sur les événements. Ils viennent d'où ? Est-ce qu'ils sont nécessaires ? Et où vont-ils finir aussi ? Et où vont-ils finir exactement ? Comment l'enceinte ou le matériel a été construit ? Par qui ? Avec quels matériaux ? Est-ce qu'on puise des ressources naturelles ? Et les ressources naturelles qui ont été utilisées, elles sont puisées où ? Elles sont puisées localement ou très loin ? Quelle est la relation aussi entre les gens qui vont devoir recevoir cet événement sportif sur ce territoire, qui ont eux un ancrage territorial fort, et comment on vient impacter leur territoire, impacter leur mode de vie ou leur culture en imposant un grand événement sportif. Par exemple, vous parlez là de tous les locaux à qui on demande de partir pour laisser la place. Par exemple, les locaux à qui on demande de partir, des commerces à qui on demande de s'adapter, et puis aussi
Est-ce qu'on a un vrai travail sur peut-être la solidarité intergénérationnelle entre des jeunes et des plus anciens lorsqu'un événement se passe à tel endroit ? Est-ce qu'il y a un véritable équilibre entre hommes et femmes sur l'organisation de ces événements, sur les salariés qui sont embauchés ou des bénévoles qui sont sollicités pour cet événement ? À partir de la thématique environnementale, on peut aller beaucoup plus loin sur la thématique sociale et la thématique économique aussi. Qui sont liés de toute façon. Effectivement, oui. Et est-ce que tous les environnements sportifs ont la même perception de cet enjeu environnemental ? Par exemple, vous avez parlé du football, il y a des sports comme les sports dits plus de nature. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence entre tous ces sports-là ? Alors pour moi, et pourtant je suis je vous l'ai dit en introduction, un vrai passionné de sport et ça me plaît de travailler sur cette thématique. Pour moi aujourd'hui, qu'on soit sportif de haut niveau ou amateur, on est très égoïste par rapport à la thématique environnementale. Qu'on soit un sport de nature ou un sport collectif, c'est pareil, on est très égoïste. Si on regarde par exemple les alpinistes, notamment qui vont gravir des cols où ils ont besoin notamment d'oxygène, alors c'est très spécifique, je pense à l'Himalaya, quand on regarde la quantité de pollution générée sur cet espace naturel, pourtant c'est un sport de nature. Si on parle de trail, quand on organise aujourd'hui un trail, quel est l'état des parcours après ? Même si ce sont des itinéraires fléchés, est-ce qu'il n'y a pas une dégradation pour la biodiversité locale ? Donc pour moi, il n'y a pas de sport propre. Aucun sport n'est propre et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme on donne beaucoup d'importance au progrès, aux nouvelles technologies sur le matériel, eh bien on consomme aussi beaucoup plus. Un grimpeur va s'équiper avec aujourd'hui certains types de chaussures, certains vêtements, les cordes aussi évoluent, etc., etc. Aujourd'hui, quand on regarde la composition d'un équipement qui soit l'athlète amateur ou sportif, il en a trop en fait. Voilà, trop de paires, trop de vêtements, trop de matériel par rapport à la quantité qui est utilisée et qui est vraiment nécessaire. En fait, souvent pour un sportif, il y a une logistique énorme derrière qu'on ne voit pas. Exactement. Je pense éventuellement à la voile et aux alpinistes, vous avez dit. C'est-à-dire qu'on voit un alpiniste, mais en fait, derrière, il y a une énorme logistique qui s'est déployée pour que cette personne-là puisse performer. Exactement, et puis vous avez raison de parler de la voile, on parlait des sports de nature, on pense à voile quand on pense sport de nature, voilà la manière dont est fabriqué aujourd'hui un voilier, pourtant qui avance avec la force du vent, comment sont organisés les convoyages. Si on parle de l'actualité aujourd'hui avec toutes les transats qui sont organisées, tous les spectateurs, toute la presse qui va prendre l'avion pour aller au point d'arrivée, comment les bateaux reviennent, est-ce qu'ils reviennent tous en repartant sur l'eau ou est-ce qu'ils sont transportés dans des barges pour revenir à bon port, voilà, donc ça va vraiment très très loin cette réflexion sur le sport et l'environnement. Et souvent aussi, je pense à quelque chose, c'est aux sponsors qui parfois sont pas du tout compatibles environnementalement, qui sont des entreprises qui polluent énormément et qui vont sponsoriser des sports justement dits de nature. Oui, et puis on voit bien aujourd'hui que le modèle économique a besoin de toutes ces entreprises. Le monde du sport a besoin, donc l'idée c'est pas non plus de faire que de la dénonciation, c'est essayer de voir comment on peut travailler différemment. Mais c'est évident qu'on voit des aberrations quand on regarde des activités sportives ou quand on regarde un peu les articles ou des sponsors comme vous le dites qui font la promotion de sports de nature. Et est-ce que vous avez des exemples concrets sur lesquels vous avez travaillé, vous, personnellement ? Alors, en fait, moi, je travaille sur cette thématique depuis une vingtaine d'années et j'ai pu tout tester. Du soutien technique, de la formation, de la sensibilisation, de la bonification des aides, de la conditionnalité des aides, de la subvention directe, de la mise en place de techniques de production d'énergie. Donc j'ai vraiment tout testé, même des monsieur ou madame développement durable qui étaient partagés entre différents clubs ou autres. Et 20 ans après, je vois pas en fait beaucoup d'avancées. Donc sans être pessimiste, pour moi c'est vraiment lié à la personne. Tout est une question humaine en fait. Est-ce que l'athlète, le club, le partenaire, à un moment prend conscience de tout ça et puis essaye de fonctionner différemment, sachant qu'il y a des solutions. Et j'ai travaillé beaucoup sur notamment des épreuves cyclistes. Et aujourd'hui, une épreuve cycliste, que ce soit un Tour de France ou un tour local, on peut le faire différemment pour réduire l'impact environnemental à la fois de la caravane, des suiveurs et des équipes et du public.
travaillé aussi beaucoup sur les sujets rugby, foot, hand, eh bien on peut fonctionner différemment sur cette enceinte sportive, sur les entraînements, le jour du match, un gros travail qui doit être fait sur la pelouse, un gros travail qui doit être fait sur les économies d'eau, sur les économies d'énergie. Aujourd'hui, c'est quand même pas normal qu'un match qui se passe à 15h, eh bien il y ait de l'éclairage comme si c'était en pleine soirée, juste pour qu'il y ait une homogénéité de l'image à l'écran pour les télés. Voilà. Quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a des incohérences, et puis je pourrais aller beaucoup plus loin sur les quantités de chaussures ou de maillots ou de chaussettes ou de shorts utilisés par les sportifs. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la sobriété. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant lorsqu'on travaille sur ces questions? Et de la même façon, vous avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qui est le plus frustrant? Alors le plus satisfaisant, c'est justement qu'il y a plein de choses à faire, et donc ça nécessite de créer, d'imaginer. Quand je vous disais on peut concevoir une épreuve sportive différemment, eh ben, ça nous pousse à réfléchir à comment on peut être plus efficace. Donc ça, c'est très motivant, il faut faire preuve de créativité. Et ce qui est frustrant, voilà, c'est ce que vous pouvez peut-être ressentir depuis qu'on échange ensemble, mais je vous dis que ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet et je vois pas beaucoup de résultats, et je suis plutôt déçu aujourd'hui quand je vois certaines commandes de clubs sportifs de haut niveau, quand je me rends compte que telle ou telle compétition va être partagée entre X pays, donc encore plus de déplacements, ou alors organisée dans des pays qui ne devraient pas recevoir ce type d'événement. Vous pensez à quoi précisément? Quand on fait des événements dans l'hémisphère sud pour des compétitions qui nécessitent beaucoup de climatisation, beaucoup d'énergie, enfin voilà, on voit que là on est en période où il y a des enjeux qui vont être décidés sur les compétitions à venir. Voilà, si on fait certaines compétitions sportives dans ces pays-là, c'est pas du tout adapté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'accéder à ce type d'événement, bien évidemment, mais à un moment, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est logique de faire telle compétition de sport collectif ou même de sport d'hiver dans tel ou tel pays, quoi. Alors pourquoi, alors que la question environnementale est vraiment partout et très, très présente, pourquoi on a des décisions comme ça qui arrivent qui sont de plus en plus aberrantes de ce point de vue-là? Parce que c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est très égoïste. On est tous concernés par le climat. On va tous subir les conséquences du climat. Et puis je vous disais, les sportifs, ils ont des problèmes de pollution de l'air, ils ont des problèmes de pollution de l'eau. On a évoqué les sujets sur lesquels j'ai travaillé. J'aurais pu vous évoquer le canoë-kayak, sur des Coupes du Monde de canoë-kayak. Ces sportifs de haut niveau qui s'investissent, qui donnent toute leur jeunesse, est-ce que c'est normal qu'il y a des moments, ils naviguent dans des bassins pollués quand ils vont faire des compétitions dans certains pays? Donc voilà, au niveau amateur et professionnel, on est concerné, mais on ne se rend pas compte en fait, parce qu'on veut toujours son plaisir, son confort et développer son activité. Et donc on n'a pas envie de réduire son plaisir, ça reste un plaisir en fait. De faire du sport, ça doit rester un plaisir. Et donc c'est un peu comme la problématique autour des modes de déplacement. On veut bien qu'il y ait beaucoup plus de transport collectif, de transport en commun, mais on a envie d'être confort le matin quand on va au travail. Donc on est bien au chaud dans sa voiture en écoutant sa radio plutôt que d'être serré dans les transports en commun. Eh bien le sport c'est pareil. Les gens sont pas prêts aujourd'hui à faire l'effort qu'ils devraient faire. Quel aspect de votre activité actuelle préférez-vous ? Alors ce que je préfère aujourd'hui dans ces activités, c'est faire ce que je fais avec vous ce matin. C'est-à-dire que je pense qu'il est important, les actions je les ai menées, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je ne vais pas changer les choses tout seul. Voilà. Et on voit bien que c'est une grosse dynamique. Ce qui est important pour moi, c'est éveiller les consciences et participer à des podcasts comme le vôtre. C'est une manière pour moi de porter ce message pour qu'il soit beaucoup plus entendu auprès de tous les publics. Et pour moi, tous les publics sont concernés parce que le sport, en fait, c'est de l'activité physique. Et en allant à l'école, les enfants, à un moment, ils jouent dans la cour, ils marchent, en se baladant en ville, on fait de l'activité physique, on marche, etc. Donc ça concerne tout le monde, parce qu'on en a besoin pour notre corps.
Et donc aujourd'hui, moi je peux pas aller plus loin que essayer de prendre un autre biais et faire cet éveil collectif par de la participation comme celle-ci. Et quels sont vos partenaires principaux, s'il y a des partenaires, et comment vous les choisissez ? Alors les partenaires, pour encore aller plus loin, moi dont j'aurais besoin, et si j'étais dans un monde idéal, ce que j'aimerais c'est rencontrer un organisateur d'événements ou un responsable de club ou de fédération qui se disent allez banco, on se tape dans la main et on essaye d'aller au plus loin, d'aller au maximum de ce qu'on peut faire pour changer notre activité sportive et en faire une activité sportive sobre, vertueuse. Voilà. Donc moi, c'est ce partenaire-là que j'aimerais avoir aujourd'hui. Les partenaires, je les ai déjà rencontrés, je vous disais, des clubs, des fédérations, des événements, y compris des structures privées, des ligues professionnelles. Donc j'ai pu les rencontrer. Voilà. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est celui qui oserait tenter le coup. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait quelque part dans le monde ? Alors il y a des exemples, on regarde en Europe, notamment sur la partie football, il y a des clubs qui ont fait un gros travail sur réduire leur impact environnemental, et y compris dans le choix du sponsor. Donc il y a quelques exemples. Mais aujourd'hui, pour moi, sur le territoire régional et national, je ne vois pas une structure qui se distingue par rapport à une autre. Que pensez-vous développer ou pousser plus en avant ? Et de quelle façon ? Toujours sur cette thématique. Oui, ce qu'il faudrait développer plus, c'est notamment la seconde main, je pense, en matière d'équipement sportif. Il y a des ressourceries, recycleries du sport qui existent, mais je pense qu'elles sont pas suffisamment connues ou pas suffisamment testées. Toujours cette problématique. Valoriser. On donne beaucoup de poids au progrès, donc il faut que j'ai ce matériel pour être plus performant, alors que ce qui fait la performance, c'est pas que le matériel, il faut rester dans cet esprit d'activité physique pour le bien-être. Eh bien, on peut utiliser un équipement de seconde main, que ce soit du vêtement, une paire de skis, un vélo, un ballon, enfin voilà. Et donc pour moi, ce qu'il faudrait, c'est développer encore plus cette économie circulaire autour du sport. On veut aussi souvent les équipements parce que certains sportifs les portent. Donc ils ont une grosse responsabilité dans cette idée-là, en fait. Oui, le sportif de haut niveau a une grande responsabilité. On se souvient de marques de bière ou de soda qui sont fait tirer les cheveux à une compétition. Mais je trouve, moi, qu'on donne trop d'importance justement à l'athlète de haut niveau. Il faudrait, lui, qu'il se reconcentre sur son cœur de métier qui est de faire du sport, de donner de la joie et du plaisir aux gens, mais pas qu'on aille sur des messages trop politiques, parce que après ça peut aller justement trop loin. Il faut plutôt que chaque personne fasse sa propre analyse sur comment j'utilise ou comment je consomme le sport. On va terminer avec une question qui n'a rien à voir. On sort de la thématique, si vous voulez ou pas d'ailleurs. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Alors les 3 choses que j'aime, c'est être sur mon vélo, voilà, parce que je fais beaucoup de vélo. C'est manger des bonnes pâtisseries faites maison. Et c'est être dans ma ferme. Voilà, parce que pour le petit clin d'œil, je suis en train de monter une ferme locale. Et les 3 choses que j'aime pas, c'est les gens qui sont en scooter sur la piste cyclable du pont d'Aquitaine, alors que c'est interdit. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est aussi les gens qui mangent des produits, des fruits d'été en plein hiver. Voilà, il n'y a aucune raison de manger des framboises ou des fraises en plein hiver. Ça m'énerve. Et la dernière chose qui m'énerve, c'est l'artificialisation des zones humides. Voilà, l'importance de la zone humide, maintien de la biodiversité. Quand je vois l'évolution sur ces zones humides et la méconnaissance des zones humides et le non-respect, ça m'énerve aussi beaucoup. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.